Bienvenue à l'émission à la Une. C'est un grand remue-ménage qui a été organisé ce mardi à Québec. 2500 délégués étaient réunis pour une réflexion sur le recours à la grève dans le secteur public. On sait que l'écart est vaste entre les demandes syndicales, 13,5 % sur 3 ans, et l'offre gouvernementale, qui est un gel salarial sur 2 ans, suivi d'une augmentation annuelle de 1 %. On a beau vouloir négocier, difficile de voir comment éviter la grève quand les travailleurs se disent carrément insultés par la proposition patronale. Donc, la fonction publique affûte ses armes. On va en discuter. Des principaux enjeux aujourd'hui avec deux réguliers à la chaîne Argent. Yuri Chassin, économiste à l'Institut économique de Montréal. Bonjour, Yuri. Bonjour. Et Simon Tremblay-Pépin, chercheur à l'Institut de recherche et d'information socio-économique. Bonjour, Simon. Bonjour. Donc, on va commencer, avant notre discussion, notre débat, par entendre Daniel Boyer, parce que j'ai discuté avec lui un peu plus tôt des enjeux de cette négociation, de la journée d'aujourd'hui aussi, ce qui se dégageait de cette rencontre. Voici un extrait d'entrevue. Aujourd'hui, vous l'avez mentionné, il y a 2500 délégués réunis à Québec, mais ce n'est pas une instance décisionnelle, puisque c'est 2500 délégués de l'ensemble des organisations qui composent le Front commun. Bon, pendant que vous êtes en réflexion, le président du Conseil du Trésor, Martin Coiteux, y allait de quelques déclarations. Aujourd'hui, justement, au sujet de ce fossé, comme vous le qualifiez, entre les offres patronales et syndicales. On va écouter M. Coiteux et on va poursuivre l'entrevue ensuite. Parfait. Dire oui aux demandes des syndicats, c'est 10,8 milliards de plus de dépenses récurrentes d'ici 3 ans. Pensez-y, là, 10,8 milliards de dollars. On n'a pas les moyens de faire ça. Et donc, on ne va pas signer ça. Nous, on fait des propositions qui sont responsables, qui sont raisonnables, qui sont arrimées sur la réalité du Québec et des finances publiques. Il y a moyen de travailler ensemble pour trouver une solution à cela. Il y a des choses qu'on veut négocier avec nos partenaires du milieu syndical. Moi, je suis convaincu qu'on va arriver à une entente. Donc, M. Coiteux, qui demande d'être raisonnable et responsable, ça sous-entend un peu que les syndicats ne le sont pas. Comment vous l'apprenez, cette déclaration-là? Bon, écoutez, c'est dans la suite des déclarations que M. Coiteux a fait. Là, quand on a déposé nos demandes, il disait que c'était des demandes d'une autre époque, mais moi, je suis plutôt porté à dire que c'est les salaires des travailleurs du secteur public qui sont d'une autre époque. Puis, écoutez, le gouvernement n'a jamais d'argent quand on débute des négociations, jamais d'argent pour bien payer ses employés. Écoutez, il y a un retard salarial de 7,6 % de la part que subissent les employés des secteurs publics du secteur public comparé aux autres travailleurs québécois. Et je pense qu'il faut véritablement regarder cette problématique-là et tenter de trouver des solutions. Là où je suis d'accord avec M. Coiteux, c'est qu'il faut s'asseoir et discuter de bonne foi dans le but de trouver un règlement. Et écoutez, si on veut une main-d'œuvre compétente, qualifiée, il va falloir bien la payer. Il y a un retard salarial de 7,6 %. Ce retard salarial-là doublerait si on signait demain matin la proposition de M. Coiteux, rien pour attirer et retenir de la main-d'œuvre compétente et qualifiée qui donne des services à la population, qui donne des services dans le cadre de nos services sociaux. Donc, je pense que c'est important. Il y a toujours une guerre de chiffres là, entre, disons, les milieux des affaires, le milieu patronal et les syndicats. On a vu des études publiées par le CPQ, la FCEI, d'autres aussi, Centre de la productivité et la prospérité de HEC. Bon, vous avez déjà dit, M. Boyer, qu'il y a un grand travail à faire pour marquer des points dans l'opinion publique. Est-ce que vous considérez que le contexte est difficile pour les syndicats de marquer des points dans l'opinion publique? Ah, mais c'est sûr que c'est pas un contexte facile. Je veux dire, le gouvernement martèle depuis déjà un bon petit bout de temps qu'il faut redresser les finances publiques, qu'on n'a pas les moyens. On dirait qu'on n'a plus les moyens de rien. Et le gouvernement a inculqué ce message-là. Et moi, je vous dis qu'on a encore les moyens de faire des choses. On a encore les moyens de bien payer nos employés. Puis je pense qu'il faut les valoriser. Faut les valoriser. Vous parlez de différentes études. On en a aussi de notre côté, mais il y en a une qui est complètement indépendante. Je dis même indépendante. L'ISQ, l'Institut de la statistique du Québec, qui est un organisme gouvernemental, c'est de eux qu'on prend les chiffres qu'il y a un retard de 7,6 %. C'est pas de nos économistes à nous, c'est pas du Conseil du patronat, c'est pas de la Fédération canadienne d'entreprises indépendantes. L'Institut de la statistique du Québec vient nous dire qu'il y a 7,6 % de retard. Écoutez, ils doivent avoir raison, là. Et parlons un dernier point sur l'opinion publique. Bon, c'est possible qu'il y ait une grève. Quand exactement? Je pense qu'on ne le dit pas aujourd'hui, peut-être même à l'automne. Alors qu'on attend aussi le dépôt de la commission Charbonneau. Est-ce que la FTQ craint si jamais vous avez un blâme à cet égard-là, on sait que c'est pour des gestes commis il y a quelques années, mais est-ce que vous craignez l'impact, l'utilisation de telles conclusions dans le cadre de ces négociations? Bon, écoutez, je pense que les gens ont fait la part des choses. Écoutez, c'est des événements, je l'ai déjà dit, c'est des événements
événements qui se sont passés il y a 7-8 ans, des événements qui n'auraient jamais dû se produire. Et on s'est donné les outils autant à la FTQ qu'au Fonds de solidarité pour ne plus que ça se reproduise. Maintenant, écoutez, les gens qui ont témoigné à la commission Charbonneau, ils ne sont plus là au moment où on se parle. On est dans un autre ère à la FTQ et au Fonds de solidarité. Puis écoutez, moi, j'ai aucune crainte, là. Je pense que nos membres font confiance à leur organisation comme ils ont toujours fait confiance à la FTQ. Et rapidement, bon, il y a cette réflexion aujourd'hui. Quelle est la prochaine étape pour le Front commun? Ben, écoutez, la prochaine étape, je vous avoue, la prochaine étape, c'est une série de continuer les négociations, bien évidemment, mais dans chacun de nos milieux de travail, consulter nos membres sur les moyens d'action à appliquer dans les mois qui viennent. Hein? Parce que vous parlez de grève à l'automne, on sera prêt, bien sûr, à l'automne, mais on veut la déclencher au moment opportun, là, au moment où les négociations iront mal. Si les négociations vont bien, on n'est pas là pour faire la grève, hein? On est là pour négocier des conditions de travail, négocier une convention collective pour nos membres, et c'est ce à quoi on s'affaire depuis le dépôt de nos membres. Daniel Boyer, donc président de la FTQ. Maintenant, on commence notre discussion avec Simon et Yuri. C'est difficile pour la population qui sent qu'il y a un conflit qui se prépare, s'il y a des manifestations, des perturbations. Faut voir si la population est prête à embarquer dans ce courant-là. Et on se fait lancer un paquet de chiffres. J'en ai parlé un peu avec M. Boyer. On va, d'une part, critiquer ou souligner les avantages de travailler pour la fonction publique, et d'autre part, on essaie de remettre les pendules à l'heure selon les syndicats, et on mentionne cette étude de l'Institut de la statistique. Aidez-nous à voir plus clair. Est-ce que, par exemple, l'Institut de la statistique, pour vous, Simon, c'est vraiment ce rapport-là établit l'heure juste et la population peut se fier à ça? On fait référence donc à un retard de 7,6 % de la fonction publique par rapport aux grandes entreprises du côté privé. L'ISQ est effectivement, à mon avis, l'étude de référence. Cependant, il faut être un petit peu plus précis que ce que disait M. Boyer. Le chiffre qu'il disait n'était exact. Il faut simplement rappeler que c'est la fonction publique québécoise par rapport aux autres employés, incluant les autres employés des autres secteurs publics et du secteur privé. Hein? C'est ce que dit l'étude. Effectivement, le retard, il est là. Il tient compte des avantages sociaux. Donc, tout ça est très intéressant. C'est une étude fiable et qui montre qu'effectivement, au Québec, dans la fonction publique, on n'a pas du tout exagéré en termes salarial dans le secteur public au Québec, et qu'il s'est développé un retard par rapport aux autres secteurs publics, particulièrement au fédéral, au municipal, les entreprises étatiques, etc. Mais aussi que les employés du secteur public ne sont pas du tout des gradures exceptionnels, différents, par exemple, du secteur privé. Vous n'êtes pas d'accord avec cette perception-là, d'enfant gâté du système? Mais ça n'a rien à voir, en fait, avec la réalité. La seule chose qu'ils ont de différent par rapport à d'autres employés quand on est dans le secteur public que dans le secteur privé, c'est la question d'une certaine sécurité d'emploi. Or, cette sécurité d'emploi, elle est essentielle au fait que nous ayons une bonne fonction publique. Rappelons-nous que quand on a mis en place la sécurité d'emploi, c'était d'abord et avant tout pour mettre loin de nous des époques de corruption où chaque régime décidait de qui était fonctionnaire, comment fonctionnait l'appareil d'État et tout ça. C'est pour mettre la fonction publique à distance des élus. Si on n'avait pas ça au Québec, on se retrouverait dans une situation extrêmement désavantageuse en termes politiques. Et d'ailleurs, c'est ce que la plupart des pays occidentaux ont mis en place. Donc, la sécurité d'emploi, c'est une condition importante d'une bonne fonction publique. Corruption, on pourra en reparler parce qu'il y a eu quand même certaines manifestations où il y a infiltration dans le système. Mais je reviens sur cette notion d'enfant gâté. Je vous voyais réagir, Yuri. Vous croyez plutôt qu'ils le sont? En moyenne, oui. Évidemment, bon, il y a deux éléments. C'est vrai que c'est difficile de débattre de chiffres. Quand on regarde l'ISQ, puis vous le disiez un peu finalement dans votre question, on a cette tendance à regarder la fonction publique québécoise par rapport au secteur privé. Alors, l'ISQ prend une partie du secteur privé, mais c'est légitime, hein, des plus grandes entreprises. Et quand on regarde l'écart, il y a effectivement un écart salarial, mais pas quand on prend en compte les avantages sociaux. Donc, quand on regarde la rémunération globale, au contraire, l'écart disparaît. Et là, on ne prend pas en compte, justement, la permanence en emploi, la sécurité d'emploi. Et donc, c'est important ce que Simon dit, parce qu'effectivement, hein, c'est un mécanisme qui a un sens, mais c'est un mécanisme et il y en a d'autres. Parce que le problème de la sécurité d'emploi, c'est qu'il y a des gens qui, dans le fond, qui se couvrent avec ça sans être aussi compétents qu'ils ne le devraient. Et ça a un impact
assez important. Dans le secteur privé, on est embauché. On espère que notre emploi va bien aller, on espère que notre entreprise va être compétitive, va faire des profits, va survivre, mais on ne sait jamais. Quand vous signez une hypothèque, par exemple, ben, dans 5 ans, qu'est-ce qui va arriver? On ne sait pas exactement, mais bon, on fait un peu acte de foi, alors que quand on est dans le secteur public, on a cette assurance que pour l'avenir prévisible, on va toujours pouvoir payer cette hypothèque sans problème. Donc, vous nous parlez de productivité et d'efficacité au travail. Aussi, ça a un impact. Et je pense que le gouvernement, à la table de négociation, doit évoquer aussi ce côté-là de la médaille. Donc, est-ce que ça justifie l'écart? Parce que c'est un fossé, là. 13,5 sur 3 ans. Ensuite de ça, 3 finalement sur 5 ans pour ce qui est de l'offre patronale. Quand on négocie, on ne part pas nécessairement à la cible qu'on veut obtenir. Évidemment, qui exagère, donc? Bien, écoutez, je reviens rapidement sur la question de... la fonction publique serait remplie de gens qui seraient protégés contre toute action. C'est comme s'il n'y avait pas de mise à pied dans la fonction publique. C'est comme s'il y a des gens qui n'étaient pas mis dehors quand ils faisaient des fautes importantes. Ça existe, ça, là? Des évaluations, il y en existe dans la fonction publique. Il ne faut pas créer un monde où tout le monde qui est dans la fonction publique aurait une job depuis 40 ans et puis resterait là pour l'éternité. Ça n'existe pas. Ce n'est pas la réalité qui est vécue dans la fonction publique. Il y a beaucoup de ces renvois. Bien entendu qu'il y a des gens qui sont renvoyés pour incompétence comme professeurs, comme infirmières, ou des gens qui vont être mutés ailleurs, etc. Bien entendu que ça existe. Il faut pas. Ça, effectivement, ça existe. Mais et des gens qui sont renvoyés aussi, bien entendu. Il faut avoir un peu de conscience de ce qui se passe sur les milieux de travail. Puis il y en a des très bons aussi dans la fonction publique. Mais bien entendu. Oui, assurément. On s'entend là-dessus. On n'est pas en train de dire que 400 000 ou 500 000 personnes... Bon, alors, mais donc, au sujet de cette exagération, selon vous, de ce fossé, point de départ, il y a une chose qui ne tient pas la route, de mon point de vue, à la base, c'est de commencer une négociation en disant, dans les 5 prochaines années, vous aurez des salaires qui ne croîtront pas au niveau de l'inflation. Donc, moi, je pense que juste là, il y a un problème. Après ça, est-ce que les demandes syndicales sont à la hauteur qu'elles devraient, tout ça? C'est pas du tout mon domaine d'expertise d'avoir, chiffré, là, est-ce qu'on devrait prendre 13, 10, etc. Ça, on peut en débattre. C'est l'objet d'une négociation, d'ailleurs. Mais il me semble que le gouvernement, en arrivant en disant, pour les 2 prochaines années, il n'y a rien. Il n'y a pas d'augmentation salariale pour nos employés. Ben, il me semble que ça ne tient pas du tout la route. Il faut être au moins en mesure de dire aux gens, vous ne vous appauvrisserez pas, surtout dans une situation économique extrêmement préoccupante au Québec, où on a encore vu, on revient à l'ISQ, les taux de croissance du Québec descendent à 1,3 là, encore cette année. Alors là, on se dit... D'où l'importance de limiter la croissance des dépenses. Au contraire, d'où l'importance d'avoir des gens qui sont capables d'aller faire des choses. Vous voyez le commerce au détail qui s'effondre en ce moment. Moi, je suis extrêmement préoccupé du fait que des travailleurs n'auront plus le moyen d'aller dépenser, de stimuler l'économie. Donc, il y a quelque chose de préoccupant là-dedans. Yuri, sur cette exagération au point de départ pour l'offre salariale. Parce qu'évidemment, il n'y a pas d'argent magique qui tout à coup apparaît. Là. Donc, s'il y a une économie qui croît lentement, c'est aussi en raison du fardeau fiscal élevé qui sert à payer, entre autres, les salaires des fonctionnaires. Donc, effectivement, l'État se retrouve un peu dans une impasse. Hein. Si on veut protéger le pouvoir d'achat des fonctionnaires, ça veut dire qu'on augmente le fardeau fiscal des autres et finalement, on se retrouve dans cette espèce d'équilibre difficile à fixer. À la limite, je serais tout à fait d'accord avec M. Boyer qui dit on dirait qu'on n'a plus les moyens de rien faire. Moi, je pense qu'on a encore les moyens de bien payer nos employés. Je suis tout à fait d'accord, mais peut-être plus autant, par contre. Donc, par exemple, si le Front commun se dit prêt à réduire le nombre de gens dans le secteur public en se disant on est capable d'aller chercher des gains en termes de productivité, par exemple. Donc, il y a beaucoup de départs à la retraite qui s'en viennent. Il y a une fenêtre d'opportunité. Si on se dit on va revoir nos façons de faire, on va être plus flexible, parce que cette question aussi de flexibilité, on est capable, par exemple, d'avoir du temps supplémentaire au moment où il y a des surcharges de travail. On va avoir des bons outils, on va limiter la bureaucratie et toute la paperasserie, disons, et on va réussir à faire le même travail, mais avec moins de personnes, parce que chacun va être plus productif. À ce moment-là, on peut réduire la taille de la fonction publique et payer ceux qui restent de façon plus importante. Ça serait un enjeu de négociation où finalement l'écart, qui paraît grand
quand on prend les choses comme s'ils étaient statiques, pourrait se réduire parce qu'à ce moment-là, on respecte la capacité de payer du gouvernement en termes de montant absolu. Hein? Martin Coiteux parlait de 10,8 milliards de dollars annuellement dans 3 ans. Ça, finalement, c'est comme ça que réfléchit le Conseil du Trésor. Combien ça va me coûter? Alors que les centrales syndicales, de façon fort justifiée, réfléchissent à combien ça représente de plus dans la poche des fonctionnaires. Et d'avoir moins de fonctionnaires permet finalement de réconcilier les deux réalités, de permettre à l'État de ne pas dépenser autant, mais à chacun de garder un pouvoir d'achat. Ça pourrait être une avenue. Et je vous ai vu réagir tous les deux à ce chiffre, 10,8 milliards de dollars, M. Coiteux. C'est un peu faire peur aux gens, non? Comment vous réagissez à cette déclaration-là? C'est dans 3 ans, donc évidemment, d'ici là, il y a pas mal de choses qui vont se passer. Mais par ailleurs, il faut effectivement prendre conscience que c'est un montant important. Pourquoi? Parce que 60 environ des dépenses de l'État se traduisent en rémunération. En fait, soyons exacts, 43 en rémunération des salariés qui sont en train de négocier en ce moment. Il y a à peine quelques années, on était plutôt de l'ordre de 47 Donc, en fait, la masse salariale des employés syndiqués à l'intérieur de la fonction publique est en diminution. On peut regarder du côté des médecins, si on veut parler de gens qui prennent de plus en plus d'espace en termes de rémunération, passer de 8 à 12 de la masse salariale. Donc, en ce moment, ces employés-là, ils ont plutôt vu, ils sont pas du tout dans une période d'expansion où ils prendraient de plus en plus de salaire, où il y aurait de plus en plus d'employés. Au contraire, ils sont dans une situation de contraction. On peut le voir aussi dans des décisions. Si l'idée, c'est de mettre à la porte des gens, le ministère, le Conseil du Trésor l'a déjà fait. Hein? En décembre dernier, on nous annonçait 2 de moins de gens qui allaient travailler dans la fonction publique. Donc, voilà, c'est fait. Est-ce qu'il y a un changement dans les propositions du gouvernement en fonction de cette diminution du nombre d'employés? Absolument pas. Alors, il y a, me semble-t-il, une différence majeure entre ce que le gouvernement propose et ce qui est raisonnable et ce qui est réaliste. C'est normal d'entrer en négociation avec des propositions qui sont loin l'une de l'autre. C'est le propre d'une négociation. Cela dit, est-ce qu'on va commencer à voir maintenant que la convention collective échoua aujourd'hui, est-ce qu'on va commencer à avoir une négociation qui permette de rapprocher les partis, ou alors le gouvernement va faire comme ce qu'on entendait M. Coiteux dire, c'est nous on bouge pas, il y a aucune offre salariale qui va venir de nous. Ben ça c'est pas une négociation. Donc, il faut s'attendre finalement à la grève au Québec à l'automne parce que M. Boyer le disait, on va se préparer. Finalement, c'est leur arme d'aller chercher des mandats de grève. Donc, on va peut-être se préparer justement à cette période chaude au Québec au retour de la pause avec nos deux invités, Simon Tremblay-Pépin et Yuri Chassé. Restez avec nous. De retour à l'émission à la une. Donc, on parle des négociations en cours entre la fonction publique québécoise et l'État québécois, on peut dire, et Martin Coiteux, parce que c'est beaucoup lui qu'on entend parler. On a entendu cet extrait avant la pause. Donc, 10,8 milliards de dollars, c'est ce que ça va coûter si on acquiesçait aux demandes syndicales. On sent aussi, de part et d'autre, un jeu pour gagner des points dans l'opinion publique. Et je voulais vous demander... Bon, il y a beaucoup d'études, c'est une guerre de chiffres et on voit des mouvements contre l'austérité un peu partout dans le monde. Quelle est votre lecture du sentiment au Québec? Est-ce qu'on est prêt, est-ce que la population est prête à entamer une période chaude où il y a des manifestations et des perturbations? Bien, écoutez, c'est sûr que ce qui se passe en ce moment, et je pense que et les syndicats du secteur public et les mouvements contre l'austérité trouvent des points de liaison, vont dire cette austérité-là, elle est néfaste pour nous. Le gouvernement semble faire la sourde oreille à cette analyse, alors que tout tend à faire cette démonstration-là, tant à l'international qu'ici. On en a très peu parlé jusqu'à maintenant du lien entre austérité et finances publiques, mais ce qui se passe, en fait, quand on regarde là, le budget de l'État, c'est que le gros de l'austérité, des mesures d'austérité, c'est d'abord les réductions de... Bien sûr, il y a des augmentations de tarifs, il y a tout ça. Mais quand vous regardez dans le budget de l'État, admettons, prenons les tarifs de garderie, là, on ne sait pas s'ils vont augmenter finalement, parce que le projet de loi 28 n'est toujours pas adopté, mais admettons qu'ils augmentent, ça va être quoi, 145 millions par année qui vont venir ajouter? C'est bien joli,
Mais par rapport à ce que ça va représenter de ne pas augmenter les salaires des employés de la fonction publique, c'est évidemment assez minime. Donc, le gros de l'austérité en termes de contrôle des dépenses, c'est d'abord et avant tout cette négociation avec le secteur public et les compressions précédentes aussi, qui ont lieu dans le secteur public en termes de salaire. Oui, c'est ça, depuis la mise à jour économique. Exact, le 689 millions, par exemple, ou la baisse du nombre de fonctionnaires, ou ce genre de choses-là. Parce que la rémunération, et on le disait, représente, il y en a qui disent 60, mais vous disiez 43, 47. Dans le cas des employés syndiqués, le 60 est juste, mais exact. il inclut des gens qui ne sont pas syndiqués, des cadres, etc. Mais en fait, je pense que, somme toute, dans l'opinion publique, il y a une certaine réticence à répondre aux demandes salariales du Front commun, des syndicats. Pourquoi? Parce que ce que Simon appelle l'austérité, jusqu'à présent, ça s'est traduit essentiellement par des hausses de taxes et d'impôts et de tarifs. Et le contribuable québécois, le plus taxé, en Amérique du Nord, a déjà finalement l'impression d'avoir, lui, fait son effort et de ne plus pouvoir en faire. On a étiré l'élastique jusqu'au bout. Donc, je pense que cette perception-là, elle est assez répandue. On a entendu l'année passée un débat sur les régimes de retraite où on voyait la différence considérable entre les régimes de retraite à prestations déterminées dans le secteur public que finalement on paye en tant que contribuable, mais qu'on n'a vraiment pas les moyens de s'offrir nous-mêmes. Donc, il y a... Simon parlait d'une perception que finalement, les employés du secteur public étaient des gradures. Pas tous, bien sûr qu'il y en a qui sont là-dedans, peut-être moins payés que ce qu'ils ne devraient, mais la structure est très rigide. Hein. C'est très difficile de pouvoir, par exemple, ajuster les salaires en fonction du marché du travail. Si on a de la difficulté, par exemple, à recruter des pharmaciens dans les hôpitaux ou des ingénieurs dans les ministères, c'est très difficile de pouvoir les payer davantage parce que tout ça est très encadré et très rigide, alors que pour d'autres, au contraire, on se retrouve avec des salaires nettement supérieurs. L'ISQ, dont on parlait tout à l'heure, fait des comparaisons pour 77 emplois repères. Il y a donc toutes sortes de différences. Et je pense que les gens réalisent qu'en moyenne, il y a des conditions de travail dans la fonction publique qui sont enviables et que surtout, et c'est un petit peu là où les syndicats essaient d'influencer sur l'opinion publique, surtout, en bout de ligne, c'est dans leur poche que se prend l'argent pour payer les fonctionnaires. Donc, évidemment, ça ne favorise pas un appui aux revendications salariales assez généreuses ou enfin assez copieuses que les syndicats demandent. Il nous reste environ une minute. On risque d'en voir une quand même à l'automne. C'est possible. Une grève. Dénouement, selon vous? Bien, je pense qu'effectivement... Après une grève, on va réussir à trouver un terrain d'entente? On va plier un peu des deux côtés? Bien, il va falloir avoir une négociation. Est-ce que la grève est un outil pour forcer cette négociation? Espérons que le gouvernement va entendre raison et va être capable d'offrir quelque chose qui a de l'allure. Et je pense que la plupart des gens vont avoir comme impression que si on augmente les salaires dans la fonction publique, on va aussi les augmenter en privé. Merci à tous les deux d'avoir été là. Merci, désolé.